Nous avons vu dans une première partie que 15 millions de Français sont dans une situation précaire en termes de mobilité. La mobilité inclusive est donc un enjeu majeur dans notre société qui doit être traité en conséquence. Des projets voient le jour, mais il reste encore énormément à faire. Dans cette deuxième partie, je reçois Sébastien Bailleul, directeur communication et plaidoyer chez WeMove, une plateforme de mobilité. Cette association s'occupe d'accompagner les publics précaires dans la recherche de solutions de mobilité. Bonne écoute! Bonjour Sébastien, pouvez-vous vous présenter ainsi que la plateforme de mobilité WeMove? Oui, bonjour Claire, merci pour, votre invitation. Donc moi je suis, Sébastien Bailleul, je suis le directeur, en charge des partenariats, de la communication et du plaidoyer pour WeMove. L'idée étant de faire, avancer, le sujet de la mobilité inclusive en France, et en Europe. Et WeMove, alors plus qu'une plateforme, WeMove c'est une association, de mobilité inclusive qui a développé et qui a créé, les premières plateformes de mobilité en France, au milieu des années 2000. On a créé aussi un métier, celui de conseiller mobilité. Et aujourd'hui, l'association accompagne plus de 30 000 personnes chaque année pour leur permettre de se déplacer librement et durablement. Donc c'est notre travail du quotidien. Merci. WeMove, en tant que plateforme de mobilité, accompagne les publics précaires pour trouver la meilleure solution de mobilité pour eux. Pouvez-vous détailler un peu plus? Oui, tout à fait. Alors WeMove, effectivement, notre travail du quotidien, c'est d'accompagner des personnes qui sont en fragilité de mobilité. Le plus souvent, ces personnes sont des personnes qui sont en insertion sociale et professionnelle. On va accompagner des demandeurs d'emploi, des, bénéficiaires du RSA, des jeunes en mission locale, mais aussi plus largement des habitants en quartier politique de la ville, par exemple. Depuis quelques années, on accompagne aussi, des publics qui sont plutôt en perte d'autonomie, et pour lutter contre l'isolement, donc notamment les publics seniors. Et puis on est amené, à travailler directement avec, des entreprises pour réfléchir à des besoins, de salariés précaires et trouver des solutions, à mettre en œuvre, pour pouvoir, leur permettre d'être autonomes dans leurs déplacements. L'objectif de WeMove, c'est pas de créer, des solutions de mobilité. Nous, notre travail, c'est vraiment de l'accompagnement individuel. Peut-être que j'y reviendrai un petit peu plus tard, sur le sujet. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur des solutions de transport ou de mobilité, qui existent sur un territoire et par le conseil, l'accompagnement, la formation à l'usage, l'orientation vers les aides auxquelles les personnes ont droit, on leur permet, de rester en emploi, de trouver un emploi ou une formation. D'ailleurs, c'est, un bénéficiaire sur 2, 52 de nos publics qui sont, accompagnés, qui sont maintenus ou qui retrouvent un emploi à l'issue de l'accompagnement. Et puis, par ailleurs, ça peut aussi permettre tout simplement, notamment à des personnes seniors, de pouvoir être autonomes pour, se rendre, chez le médecin, pour un rendez-vous administratif. Donc voilà, notre leitmotiv, c'est de se dire, que la mobilité, c'est, un droit pour tous, qu'il y a des besoins, des gens qui sont empêchés dans leur mobilité et on va travailler avec elles, pour faire en sorte de développer leurs compétences mobilité, améliorer leur employabilité et pour certaines autres, lutter contre leur isolement et du coup maintenir le lien social. Merci. Concrètement, en quoi consiste du coup le parcours individuel? Et quelles sont les étapes? Ouais, alors concrètement, effectivement, l'idée de WeMove, c'est de travailler déjà, à l'échelle des territoires, au niveau local, avec un écosystème d'acteurs. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec des structures locales qui elles-mêmes, sont en lien avec des publics fragiles. On va travailler avec France Travail, par exemple, pour les demandeurs d'emploi, avec des missions locales pour les jeunes, avec des CCAS et cetera, des maisons de quartier. Et ces structures, qui sont des structures prescriptrices, vont nous orienter des publics, pour lesquels elles ont repéré une problématique de mobilité, des personnes qui arrivent très souvent en retard à des rendez-vous, qui ont du mal à trouver un emploi parce qu'ils ont une zone de recherche qui est limitée et cetera et cetera. Et donc notre travail au départ, c'est de recevoir la personne. On est dans un accompagnement d'humain à humain, on est
beaucoup aujourd'hui dans une société du numérique et nous, il nous semble essentiel de maintenir ce lien, d'humain à humain parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en capacité d'utiliser tous les outils numériques, qu'on leur propose et on va partir, au départ d'un diagnostic de mobilité de la personne. Donc on va utiliser un outil qu'on appelle le test mobilité. On va poser un certain nombre de questions, c'est une quarantaine de questions, via un questionnaire à choix multiples sur, leurs habitudes de déplacement. Est-ce que la personne a son permis de conduire ou pas? Est-ce qu'elle connaît son territoire? Et cetera, et cetera, et cetera. À l'issue de ce test mobilité, ça nous permet d'avoir un profil de la personne qu'on a en face de nous avec, notamment, l'identification des freins qui sont liés à son profil. Est-ce que ce sont des freins, matériels, financiers, psychosociaux, et cetera? Et de ce diagnostic, on va construire un parcours d'accompagnement individualisé en identifiant toutes les solutions qu'on peut débloquer, mettre en œuvre, trouver sur le territoire pour que la personne, in fine, à la fin de l'accompagnement, puisse être autonome. Donc très concrètement, on va aller, travailler par exemple la connaissance des transports en commun du territoire, quelles sont les lignes de bus, de tram, pourquoi pas de train, pour, permettre à la personne d'avoir une connaissance des réseaux de transport, par exemple. Si la personne peut bénéficier d'aides, de tarification sociale, c'est l'accompagner jusqu'à l'obtention de ces aides. Si la solution, la plus appropriée, c'est, l'utilisation d'un vélo ou vélo à assistance électrique et que la personne a des difficultés, des craintes à l'utilisation du vélo dans ses déplacements du quotidien, c'est l'orienter vers une vélo-école pour un stage de remise en selle, par exemple. Mais ça peut aussi passer pour beaucoup de territoires encore, peut-être «malheureusement» entre guillemets, par la voiture. Et donc là, on peut aller regarder, si la personne n'a pas son permis de conduire, l'inscrire en auto-école sociale, faire en sorte de, lui permettre d'acquérir un microcrédit, pour, l'achat d'un véhicule. Voilà, en l'occurrence, c'est vraiment s'appuyer donc en amont sur un réseau de prescripteurs, de partenaires prescripteurs pour nous orienter les publics et en aval, c'est un réseau de porteurs de solutions, publics ou privés, de covoiturage, d'autopartage, de vélo-école, et cetera, pour que, in fine, la personne puisse, se déplacer de façon, libre, si possible durable, parce qu'on essaye aussi de croiser avec les enjeux, écologiques et c'est pas parce que, on est dans des situations sociales, difficiles qu'on ne peut pas, finalement contribuer justement, à la transition écologique. Donc, voilà, ça c'est notre rôle du quotidien et concrètement un accompagnement, c'est à peu près, 3 mois d'accompagnement. Il y a 4 à 5 rendez-vous réguliers et puis une relation de confiance qui se met en place entre, le conseiller ou la conseillère mobilité et la personne que l'on accompagne. Merci. Vous avez lancé un baromètre des mobilités du quotidien en 2020. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et les résultats que vous avez pu noter? Alors oui, effectivement, au-delà de notre, activité de terrain, j'ai envie de dire, où on accompagne les personnes qui sont en fragilité, on a lancé en 2020, la première édition du baromètre des mobilités du quotidien. Ce baromètre, il a un triple objectif. C'est un baromètre qui est édité tous les 2 ans. Donc on en est à la 3e édition en 2024. Ce baromètre, il a un triple objectif. Le premier, c'est d'avoir une photographie de la mobilité des Français, tous les 2 ans. Le deuxième, c'est de pouvoir anticiper les enjeux et les besoins de mobilité des Français en s'appuyant sur, les résultats du baromètre et puis le troisième, c'est de mesurer, l'efficacité, l'impact, la mise en œuvre de la loi d'orientation des mobilités, qui date, de 2020 pour justement pouvoir, jouer aussi notre rôle de, provocateur de mobilité et puis, aller, pourquoi pas, re-questionner certaines politiques publiques qui sont mises en place en termes de transport et de mobilité. Et alors ce baromètre, il a une particularité, c'est lors de la 2e édition, on a travaillé à développer un nouvel indicateur, un indicateur de précarité mobilité, sur lequel je vais revenir plus tard. Là aujourd'hui, on en est à la 3e édition, hein, en 2024 avec des partenariats importants puisqu'il y a la DGITM liée au ministère des Transports, l'ADEME, la SNCF, la Massif et c'est, une enquête qui est
unique en France et en son genre. Pourquoi unique? Parce qu'on a été interrogé plus de 12 000 Françaises et Français de plus de 18 ans, représentatifs de la population majeure en termes de CSP, d'âge et de territoire. Et donc, ça nous permet d'avoir une étude qui est suffisamment robuste et importante pour pouvoir porter un certain nombre de messages. On leur a posé des questions, notamment autour de plusieurs grands thèmes, leur conscience environnementale, leur équipement, les utilisations des modes alternatifs à la voiture individuelle, leur utilisation de la voiture, leur perception des différents modes et notamment des transports en commun. On a aussi été regarder la question, leur connaissance des zones à faible émission, qui a été un sujet d'actualité il y a quelques temps de ça, la connaissance des dispositifs d'aide, etc., etc. Et puis une nouveauté dans l'édition numéro 3 de 2024, on a aussi regardé l'impact des aléas climatiques sur leur mobilité du quotidien. Cet indicateur de précarité mobilité en 2022, c'est 13 300 000 personnes qui étaient en situation de précarité mobilité et la situation s'est dégradée puisqu'en 2024, on a atteint les 15 millions de Françaises et Français en précarité mobilité. Peut-être que c'est important de dire ce qu'on met derrière précarité mobilité, de quoi on parle. Concrètement, c'est un indicateur composite où on va aller regarder d'une part les personnes qui sont à bas revenus et qui ont des grosses dépenses de carburant, qui doivent réduire l'usage de leur voiture pour des raisons financières, et c'est ce qu'on va appeler la précarité carburant. Ensuite, le deuxième indicateur qu'on va regarder, ce sont les personnes qui sont à bas revenus, qui doivent parcourir de longues distances, le plus souvent dans des véhicules anciens, et qui n'ont pas d'alternative à la voiture. Et puis toutes les personnes sans considération de revenus qui, elles aussi, ont des grosses dépenses, font des longues distances et n'ont pas d'alternative. Tout ça, ça représente 19,5% de la population française. Et on vient ajouter à ça toutes les personnes qui répondent dans le cadre du baromètre ne pas avoir du tout de solutions pour se déplacer au quotidien. Ça, c'est 10% des répondants, ça représente 5 millions, 10 plus 5, 15 millions de personnes en termes de précarité. Quand on parle de précarité mobilité, on parle de personnes, on parle de situations de vie, de parcours de vie. Typiquement, c'est un magasinier qui doit prendre son poste à 6 heures du matin, mais qui, pour prendre son premier train à 5 heures dans la gare la plus proche, n'a pas le moyen d'aller de son domicile jusqu'à la gare. Ça va être une personne senior une dame qui a perdu son mari, c'est le mari qui conduisait la voiture toute sa vie et qui se retrouve euh, dans une incapacité de se déplacer parce qu'elle connaît pas les lignes de bus, elle sait pas ce que c'est que le transport à la demande et du coup elle est en difficulté pour aller faire ses courses dans le centre-ville de sa ville. Ça va être le jeune qui a fait le choix de s'acheter un scooter pour aller faire ses études mais qui avait pas pris en considération le coût de l'assurance, le coût du carburant, les réparations et va se retrouver en difficulté pour payer son scooter d'occasion. Voilà de quoi on parle quand on parle de précarité mobilité. Et le baromètre nous permet d'aller chiffrer et regarder ces situations. Alors peut-être quelques grands chiffres et après je vais m'arrêter parce que sinon je vais vous noyer. Il y a beaucoup de choses à aller regarder sur ce baromètre. D'ailleurs, il y a un site dédié, un baromètre du quotidien. On y apprend que quasiment un Français sur deux, 45% très exactement, dit ne pas avoir de choix dans son mode de transport du quotidien. C'est 65% des Français qui utilisent leur voiture individuelle comme mode de déplacement principal. Et quand on est face à une impossibilité de choix ou une absence de solution, ça amène à des renoncements. On renonce à se déplacer, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'accès au travail, à la santé, à la culture, etc., etc. C'est 40% des Français qui disent avoir déjà renoncé à un rendez-vous faute de pouvoir s'y rendre. Donc ça, c'est des chiffres qui sont pour nous importants parce que ça montre le nécessaire besoin d'aller travailler des solutions à l'échelle locale pour permettre à chacun de se déplacer et d'orienter et d'accompagner les personnes vers ça. On sait que le renoncement, ça affecte principalement les visites à un proche, les activités sportives, les rendez-vous médicaux. Et puis, il y a des personnes qui renoncent plus que d'autres. Et les deux typologies de publics qui sont le plus touchés par les renoncements sont les demandeurs d'emploi d'une part et les jeunes qui sont les plus renonceurs. Les demandeurs d'emploi, eux, cumulent les vulnérabilités. Et si je dois donner un chiffre, c'est un demandeur d'emploi sur 3 qui a déjà renoncé à un emploi faute de pouvoir s'y rendre.
Donc la question de la précarité mobilité, c'est, bien sûr une question de renoncement, et c'est une question qui va impacter, parfois jusqu'à la santé mentale des personnes. D'ailleurs, je renvoie sur une étude récente, portée par l'Institut Theram, avec Keolis sur, l'impact des mobilités sur la santé mentale, qui vient révéler finalement, tout l'impact sur le stress que ça peut créer, mais ça peut aller même dans des situations, bien plus graves. Donc voilà, ce baromètre en fait, il permet d'aller, quantifier, qualifier, les problématiques de mobilité en France. Il permet de, se rendre compte, par exemple, aussi que, des Français, ne connaissent pas ou pas du tout les aides qui sont liées à la mobilité. C'est 67 des Français qui ont une connaissance insuffisante ou inexistante des aides financières qui facilitent le passage d'une voiture à, un vélo ou à un mode, plus durable. Et donc, ça vient, finalement renforcer notre discours et notre activité du quotidien qui est de dire: «Il faut, penser les mobilités, les politiques publiques en partant des besoins des plus précaires, leur proposer des solutions concrètes, mais aussi leur proposer un accompagnement pour aller vers l'usage, de ces solutions et leur permettre, d'être autonomes, responsables et contribuer finalement à une mobilité durable sur les territoires». Voilà, c'est un exercice qui est pas facile de résumer le baromètre parce qu'encore une fois, c'est une étude qui fait plus de 150 pages avec, des données, riches, importantes, croisées et cetera et cetera. Mais, voilà, peut-être que j'espère qu'avec ces quelques chiffres, ça donne, un aperçu de la problématique. Je rajouterais peut-être une dimension qui est la dimension territoriale dont j'ai pas parlé, qui est aussi relativement importante. On se rend compte que, effectivement, selon la densité, du territoire, alors la précarité mobilité, va être plus ou moins importante et bon, de façon, assez, sans surprise, hein, j'ai envie de dire, les territoires notamment ruraux, peu peuplés, vont être d'autant plus marqués par la précarité mobilité. Le chiffre national, c'est 19,5. Quand on monte dans le rural, ça affecte près de 33 des personnes sur ces territoires-là. Voilà pour, donner un aperçu du baromètre. Merci beaucoup pour cette, réponse très intéressante. Passons maintenant aux freins. Quels sont les freins les plus courants que vous avez pu remarquer au fil des années? Alors ouais, les freins, le baromètre nous donne des clés pour regarder ça et notre activité et notre expertise depuis, plus de 25 ans maintenant dans la mobilité inclusive, y contribuent aussi. On pense naturellement très facilement aux freins financiers et aux freins matériels, pour les personnes. Freins financiers, j'ai pas suffisamment d'argent, donc je ne peux pas me payer un abonnement de transport, je ne peux pas me payer un vélo, une voiture, me financer, un permis de conduire et cetera et cetera. Finalement, ce frein-là, il est, important, c'est une réalité pour beaucoup de personnes, mais c'est peut-être pas le plus difficile à «lever» entre guillemets, dans le sens où il existe, comme je le disais, beaucoup de dispositifs qui permettent, d'aider les personnes à, acquérir, un véhicule, à, financer leur permis et cetera et cetera et cetera. Ensuite, on a les freins matériels. Au-delà de l'aspect financier, c'est, je n'ai pas les moyens, matériels de me déplacer, encore une fois, j'ai pas de vélo, parce que je peux pas le financer. Il y a pas de solution, type, covoiturage, et cetera et cetera. Alors là, pour le coup, l'idée, c'est d'aller pouvoir repérer sur les territoires toutes les initiatives qui existent pour pouvoir accompagner et aider la personne. Puis après, il y a des freins qui sont plus, moins visibles, mais qui sont pour autant très très importants, ce sont les freins cognitifs et psychosociaux. Nous, on se rend compte dans le cadre de nos accompagnements que, beaucoup de personnes finalement, n'utilisent pas, les solutions qui leur sont proposées par crainte, par méconnaissance, par peur, et par habitude. Et tout l'enjeu là, et c'est, un des points centrales finalement de l'accompagnement qu'on propose, c'est le changement de comportement. Et le changement de comportement, c'est ce qui est le plus difficile. Donc il faut, partager la problématique, faire en sorte que le diagnostic qu'on fait au départ soit un diagnostic qui soit compris, entendu et finalement, partagé avec la personne pour qu'effectivement elle se dise, «Il y a un enjeu à cet endroit-là». Et puis, il faut accompagner notamment avec des solutions plutôt pédagogiques, de formation, d'information, d'ateliers, pour, amener à
comprendre, amener à savoir, ce qui existe et puis finalement, in fine, amener la personne à savoir bouger avec les solutions qui sont qui sont autour de chez elle. Moi, un exemple très concret enfin qu'on retrouve beaucoup, c'est on se dit les jeunes ont plutôt l'habitude et c'est facile pour eux de se déplacer. En l'occurrence, il y a beaucoup de jeunes, notamment dans les quartiers politiques de la ville, dans des zones périurbaines, qui connaissent très, très bien leur quartier et leur ville, mais qui dès qu'il s'agit de sortir de la ville pour aller un peu plus loin dans le département et parfois dans la région, là, pour le coup, sont complètement perdus. Ils vont utiliser les outils numériques pour aller sur des applications, plutôt de loisirs, type Instagram, TikTok et cetera, mais n'ont jamais ouvert une application, type, Google Maps, type, RATP si je prends un exemple très, parisien, et donc n'auront jamais finalement préparé un déplacement et c'est là où ça a un impact, quand on parle par exemple d'insertion professionnelle sur l'employabilité de la personne. Un jeune qui, finalement, restreint son périmètre de recherche de travail, à son quartier ou à sa ville, effectivement ses opportunités sont relativement réduites. Donc tout l'idée, c'est pouvoir lui montrer que c'est possible, c'est facile et que c'est en pratiquant qu'on devient à l'aise, dans son mode de transport et ça, c'est vrai pour, tout mode finalement, que ce soit les transports collectifs, la voiture, le vélo, c'est à force de le pratiquer que finalement on s'y sent bien. D'ailleurs, le baromètre montre bien que on parle beaucoup dans la mobilité d'intermodalité, donc passer d'un mode à un autre. L'intermodalité fonctionne bien pour les gens qui le pratiquent. Voilà, c'est une question d'habitude et de comportement du quotidien qui finalement fait tomber ces freins, cognitifs et psychosociaux. Merci beaucoup pour cette réponse. En conclusion, pour vous, pourquoi est-il indispensable d'avoir une plateforme de mobilité par département? Alors pourquoi c'est indispensable d'avoir une plateforme de mobilité par département? Je vais me permettre de reformuler peut-être la question, ou en tout cas le sujet. Pour nous, il est indispensable de proposer, de l'accompagnement et du conseil mobilité à l'échelle des territoires. Le département, c'est vrai que c'est souvent, une échelle, qui est, aujourd'hui, ancrée et le niveau finalement, le niveau territorial que l'on a. Moi, j'irais même plus loin. L'idée, ce serait de pouvoir demain avoir un maillage territorial à l'échelle des bassins d'emploi ou des bassins de mobilité. Pourquoi c'est important? Parce que la mobilité, elle est souvent vue, sous un angle, et c'est utile et nécessaire, infrastructure, il faut, créer, des lignes de train, des lignes de tram, il faut des lignes de bus, et cetera. Ce dont on se rend compte, c'est, que le besoin, il est souvent, à une échelle très locale et c'est souvent le 1er et le dernier kilomètre, qui est finalement difficile. Donc c'est important de pouvoir développer le conseil en mobilité, à l'échelle fine, locale, département ou communauté de communes ou voire même, commune directement, pour que le maillage des aides notamment, le maillage des solutions soit pensé au regard de la réalité du terrain et au regard des besoins des personnes qui habitent le territoire. Aujourd'hui, on a 15 millions de personnes qui sont, en précarité mobilité en France. Si, je mets, bout à bout tous les acteurs de la mobilité inclusive et solidaire, on doit accompagner entre 100 et 120 000 personnes. Donc le gap entre 100 et 120 000 personnes accompagnées et les 15 millions de personnes qui demain peuvent se trouver dans une situation d'impossibilité à se déplacer, est quand même assez énorme. Donc, on pourrait tout à fait envisager effectivement que, dans le cadre des services, de transport qui sont développés, il y a une brique mobilité inclusive qui soit systématiquement proposée avec du conseil en mobilité et que l'on puisse avoir, à l'échelle des 300 bassins d'emploi, 10 conseillers mobilité. Donc ça ferait 3 000 conseillers mobilité en France qui permettraient d'accompagner plus d'1 million de personnes, dans leurs difficultés de déplacement. Donc
Voilà pourquoi moi ça me semble indispensable et ce qui me semble, important de rappeler, c'est l'impact en fait, que peuvent avoir les accompagnements qu'on propose. J'en ai parlé au tout début. Quand on prend une personne qui est, en recherche d'emploi ou qui souhaite être maintenue en emploi, on a un retour positif de 52 des personnes. C'est une personne sur 2 qui est maintenue en emploi ou qui trouve un emploi à l'issue de notre accompagnement. Ça, c'est la première chose. En termes d'impact aussi, je faisais le lien entre la dimension sociale et la dimension environnementale. On a calculé l'impact en termes d'économie d'énergie, pour les personnes que l'on accompagne. Plutôt que d'utiliser sa voiture thermique au quotidien, les personnes qu'on accompagne, elles vont plutôt utiliser des solutions plus vertueuses, écologiquement. Les transports collectifs, le covoiturage, l'autopartage, le vélo et cetera et cetera. Donc on permet une économie d'énergie de 31 pour chacune des personnes accompagnées. Si on le, traduit en termes de tonnes de CO2, c'est 1 tonne de CO2 économisée par personne. Et si on le traduit en termes de carburant, bah, c'est autant d'euros, qu'on met pas à la pompe et dans le plein, pour le plein de sa voiture, et en carburant et qu'on va pouvoir utiliser par ailleurs. Parce que un dernier mot, la mobilité, c'est un vrai enjeu d'équité sociale et territoriale. On sait que, les gens qui sont dépendants à la voiture ont des dépenses incompressibles, c'est-à-dire que quand je dois prendre ma voiture pour aller bosser tous les jours, je n'ai pas le choix et il y a d'autres études qui montrent que, on va aller rogner sur d'autres postes de dépenses et les 2 premiers postes qui sont rognés, c'est l'alimentation et le chauffage. Donc finalement, on a des personnes qui vont être en précarité mobilité, qui vont cumuler les précarités, précarité financière, logement, énergétique et cetera. Donc il y a un vrai enjeu et c'est là où c'est indispensable, de développer ce conseil en mobilité sur tous les territoires pour que demain, le droit à la mobilité soit un droit effectif pour, toutes et tous. Merci beaucoup Sébastien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à Sébastien d'avoir expliqué les défis d'une plateforme de mobilité, ainsi que l'intérêt d'avoir de l'accompagnement sur chaque territoire. J'espère que cet épisode vous aura fait prendre la mesure qu'environ 1 personne sur 5 est concernée par une précarité en mobilité et qu'il est important de les accompagner, que ce soit pour les autonomiser en termes de déplacement ou pour qu'ils accèdent à un emploi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un épisode centré sur la gestion de flotte et l'autopartage.